Il s'agit d'une science qui fait partie des géosciences, qui se focalise sur des aspects une tentative de représentation de ce que l'état et le mouvement de l'eau dans la nappe aquatique est. Il s'agit donc de la modélisation de la nappe aquatique, des composantes du sous-sol dans ses différents états. Il y a deux composantes, spatio-temporelle, où on peut essayer de faire des prévisions sur ce que la nappe aquatique va être à un lieu donné, spécifiquement. Mais aussi, on peut essayer de faire ces prévisions-là sur la base de quelques inputs comme le changement climatique, la pluviométrie, tous ces paramètres-là qui peuvent influencer la nappe souterraine. On peut faire des prévisions pour essayer de voir quel sera le niveau de l'eau, ou peut-être si on parle un peu de la pollution aquatique, vous allez également voir que quand un polluant arrive dans le sous-sol, ça migre, et avec la modélisation hydrogéologique, on peut essayer de prédire quelle sera la concentration de ce polluant-là à un lieu donné. Je suis à Ouagadougou ici, et d'abord mon premier cycle je l'ai fait au Zenda et le bac au lycée Bogodogo. Et après ça, j'ai rejoint l'université de Ouagadougou à l'UFR SVT, Sciences de la vie et de la terre, à l'époque CBBG. J'avais choisi d'aller en CBBG parce que je voulais faire de la géologie. J'ai fait ma licence et ma maîtrise dans ce domaine, alors que je m'apprêtais pour la suite, pour un DEA et éventuellement un doctorat. J'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, en fait, il y a eu encore ce déclic-là qui est arrivé. Et finalement, je suis reparti encore dans les géosciences. Donc j'ai fait un bachelor en géologie environnementale. Et après ça, j'ai fait un master de recherche en modélisation hydrogéologique. Je travaille pour Geological Survey, c'est une agence du gouvernement fédéral, et mon poste c'est hydrologue. Ce que je fais, c'est créer des modèles hydrogéologiques pour essayer de résoudre des questions spécifiques à l'environnement. Question de disponibilité de l'eau ou question de pollution. Quand on a une pollution, il faut trouver des méthodes de remédiation, et la modélisation hydrogéologique s'impose. Il faut avoir un modèle fiable pour pouvoir faire des prédictions ou des prévisions sur comment est-ce que ou combien de temps il va prendre faut prendre pour pouvoir résoudre le problème. J'ai aussi des compétences en système d'information géographique où on fait un peu de la cartographie. Il faut dire que la modélisation hydrogéologique inclut d'une certaine manière cet autre élément des géosciences. Pour pouvoir réaliser un modèle numérique, il y a des traitements de données qui vont inclure des processus incluant les systèmes d'information géographique. Il y a également le traitement des données géophysiques. Les géophysiciens travaillent sur le terrain et nous récoltent des données qui peuvent être utilisées évidemment pour d'autres fins, mais en tant que modélisateur hydrogéologique, ces données sont très importantes pour nous. Alors il faut dire qu'il n'y a pas une relation linéaire entre la résistivité électrique et la conductivité hydraulique, mais il y a cette relation-là qui permet que nous utilisons pour caractériser en fait l'aquifère. C'est vrai que les valeurs ne sont pas toujours exactes, mais dans la modélisation hydrologique, il y a un aspect qu'on appelle calibration.
où on utilise les données géophysiques et on inclut ça dans le modèle hydrogéologique. Et la calibration permet en fait de tester différentes valeurs possibles, également sur la base de la littérature du zone d'intérêt. Il y a des logiciels qui sont développés par différentes entités. Et en l'occurrence, ce que nous utilisons, c'est ModFlow. Et ModFlow, c'est en fait un modèle numérique qui a été développé et amélioré à travers beaucoup de collaborations de scientifiques aux États-Unis. Le premier modèle a été développé en 1988. Ce ModFlow s'appelait ModFlow 88. Et après ça, il y a eu différentes versions comme ModFlow 2005, ModFlow Newt, la version la plus avancée qui est ModFlow 6. Mais en dehors de ça, il y a d'autres outils qu'on utilise. En ce qui me concerne, l'outil le plus utilisé, c'est la programmation dans Python, où on écrit juste un code, que ce soit dans un script direct ou dans un notebook comme Jupyter. Il y a un autre logiciel qui est utilisé pour la calibration. Et ce que nous utilisons, c'est PEST++. Il y en a différentes versions. En fait, PEST++, c'est une version améliorée encore d'un autre logiciel qui s'appelle PEST, qui avait été développé depuis longtemps. Mais il y a une version beaucoup plus améliorée qui permet en fait l'exécution en parallèle de la calibration des modèles hydrogéologiques. En réalité, PEST++, c'est un logiciel qui fonctionne indépendamment du modèle. Donc je disais que nous utilisons ModFlow pour la création du modèle et nous utilisons PEST++ pour la calibration. Dire que PEST++ est indépendant du modèle, cela veut dire tout simplement que PEST++ s'en fout si c'est un modèle ModFlow qui a été créé ou bien c'est un autre modèle comme Model Muse. Il y en a plein. En réalité, c'est fait pour le public américain. Et pour que ce soit accessible au public américain, il faut mettre ça en ligne. Alors, si c'est disponible à l'américain lambda, c'est également disponible au burkinabé lambda. Donc, n'importe qui peut aller en ligne et puis télécharger ce logiciel-là. Il y a de sérieuses difficultés quant à l'utilisation parce qu'il faut vraiment être aguerri et pouvoir comprendre comment ces trucs-là fonctionnent. Mais en termes d'accessibilité, c'est accessible à tous. Je n'ai pas vraiment changé d'entreprise depuis que j'ai commencé à travailler. En réalité, j'ai eu le poste bien avant même que je finisse mes études. De la manière que ça se passait dans notre programme, quand tu es admis dans le programme de master, il faut déterminer tes thèmes de recherche et puis faire ce qu'on appelle research proposal. Et donc le research proposal là, c'est vous préparer en fait une communication que vous allez adresser au département, mais c'est également une communication qui est accessible à tous. Et généralement les entreprises peuvent être intéressées et venir assister. Et donc pendant cette communication, vous allez montrer ce que vous voulez faire comme recherche, votre méthodologie, les résultats que vous espérez avoir, toutes les stratégies que vous allez utiliser pour mener à bien cette recherche-là. Après que j'ai présenté ça, bon, il y a eu vraiment un intérêt par rapport à ce que je faisais. Et donc j'ai eu même le poste bien avant même ma soutenance. En termes de réalisation, nous avons travaillé pour la production d'un modèle hydrogéologique pour un client. Le Nebraska est en fait divisé en des entités qu'on appelle counties. Et ces counties-là, c'est comme à peu près les provinces de Burkina Faso. Et donc, chaque entité-là a une administration qui s'occupe en fait des ressources naturelles. Parmi les objectifs dans leur système de management, c'est de s'assurer qu'il y a de l'eau en permanence pour la production agricole. Donc, ils veulent toujours s'assurer que les prévisions dans les 30, 40, 50, 60 prochaines années, il y aura de l'eau disponible pour la production agricole
Et s'il y aura des difficultés, ils préfèrent déjà, dès maintenant, commencer avec des législations pour essayer de contrôler ça, soit par la proposition de types de produits agricoles que les gens vont cultiver, ou alors par la suppression de certaines activités, juste pour s'assurer que la ressource naturelle là, va être là de manière pérenne. Alors, ce que nous avons fait pour ce client-là, c'est de construire un modèle hydrogéologique qui en fait prend en compte le type de produits agricoles cultivés par unité d'espace. Et donc, nous avons créé un modèle d'abord qui a été calibré pour essayer de reproduire ce qui s'est passé dans le passé depuis 1940 jusqu'en 2018. C'est à ce moment que l'étude de calibration là s'est arrêtée. Une autre étude que nous avons faite, elle est basée au Mississippi, où on a une zone de prolifération de production agricole depuis 1930 jusqu'à maintenant. Et donc, avec le pompage excessif de l'eau, ils se sont retrouvés maintenant dans des zones où le niveau de l'eau en bas du sous-sol est tellement descendu que économiquement, ce n'est plus vraiment viable. On est en train de penser à des alternatives pour essayer de remonter le niveau de l'eau. Et ces alternatives-là, c'est essayer de pomper de l'eau à côté de la rivière et faire genre un transfert pour aller injecter dans le sous-sol pour que le niveau de l'eau puisse remonter. Et l'objectif en faisant ça de cette manière, c'est au lieu de tirer l'eau directement de la rivière qui contient des impuretés, des poissons et autres, qu'on ne pourra pas injecter dans le sous-sol, alors on installe le puits là à côté de la rivière et on pompe suffisamment de telle sorte que la dépression causée au niveau de l'aquifère là crée en fait une infiltration à partir de la rivière. Donc la rivière donne son eau au sous-sol que notre puits pompe. Ce projet pilote-là a été réalisé pendant 2 ans. Cette année sera la 3e année. Mais bon, j'ai fini mon rapport qui ne va pas contenir en fait les données qui vont être collectées cette année. Et donc mon rapport est en revue et certainement va être publié d'ici la fin de l'année. Il y en a d'autres exemples, mais je vais me limiter à là. Moi, je dirais que la modélisation hydrogéologique, c'est une discipline qui est beaucoup cherchée actuellement. Parce que nous avons beaucoup de problèmes environnementaux, que ce soit des questions de pollution ou des questions liées à la sécurité alimentaire. On a toujours besoin de modélisateurs hydrogéologiques pour pouvoir répondre à ces questions-là. C'est vraiment un domaine d'avenir. C'est un domaine qui est relativement complexe, mais c'est vraiment un domaine où, bon, si vous avez des compétences, vous n'allez jamais manquer de travail. Si votre objectif là, c'est d'avoir vraiment des compétences dans le domaine, moi, ma suggestion est de passer vraiment un temps sérieux à essayer de comprendre les fondamentaux de l'hydrogéologie. Comment est-ce que les lois qui gouvernent le mouvement de l'eau dans le sous-sol, et même les lois physiques. Il faut également se former en programmation parce que nous sommes dans un moment où vraiment on ne peut pas vraiment s'en départir. Il y a beaucoup de langages de programmation qui sont utilisés, mais en modélisation hydrogéologique, le plus utilisé c'est Python. Il y a des gens qui utilisent R, mais en termes de disponibilité de ressources que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre travail, ou bien comment trouver de l'air quand vous avez des difficultés. Si vous utilisez Python, il y a beaucoup plus de ressources online que vous pouvez utiliser pour vous aider. Formez-vous dans les principes, formez-vous dans la programmation et ayez beaucoup de patience.
D'abord, c'est de remercier Géocanal Info de m'avoir donné l'opportunité de m'entretenir avec vous. Je suis en passage au Burkina Faso et c'est une opportunité pour moi de pouvoir non seulement découvrir la communauté des géoscientistes, mais aussi de nouer des relations dans lesquelles nous allons essayer de travailler ensemble pour, en tout cas, pouvoir contribuer à donner une image de la discipline, une image que nous souhaitons voir dans la discipline.